Bienvenue sur Free Channel. De nos jours, il est difficile de dialoguer sereinement. Les gens, de toutes conditions, sont, parfois, susceptibles, soupçonneux. En effet, les personnes sous-informées et manipulées sont irritables. Ces gens sont sous influence. Leurs cerveaux sont encrassés, pollués par des slogans creux, haineux, hostiles. Leur opinion se limite à répéter et propager la bêtise malveillante, venimeuse, des milieux rétrogrades, fourbes et sournois. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Scandent à l'unisson les forces réactionnaires. Ce Français, que l'on veut exclure, leur répond: j'aime la France, mais c'est vous qui doutez de ma sincérité. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Ce commandement, apparemment logique, est la négation du pluralisme des identités. Cet ultimatum s'adresse à tout individu d'origine étrangère, de culture musulmane, bouc émissaire désigné des dissensions, de la discorde au sein de la société, bien que sa présence fût le produit du capitalisme français. Les propos nuancés, la réflexion, la raison disparaissent. La citoyenneté n'est plus la mesure. Cette sommation reprend une tradition de la Grèce ancienne. Le citoyen était puni par la loi portant sur l'ostracisme qui permet de le chasser du pays. L'injonction montre une société agitée, renfrognée, maussade. Elle se rigidifie, et tombe dans le repli et l'acrimonie. La France, tu l'aimes ou tu la quittes, exprime une division, une séparation factice, dangereuse. Cette sommation fleurit sous le mandat de Sarkozy, accélérateur de la décadence de la droite, au profit de l'extrême droite. Les discours simplistes, en apparence logiques et vrais, appâtent, séduisent. Ils sont d'une digestion facile, compréhensible par tous les citoyens. Incapables de s'adapter à l'évolution du monde, ces gens se réfugient dans le conservatisme et l'arriération d'une France idéalisée, fantasmée. Cette construction, rudimentaire, limpide, nous transporte dans une France qui n'a jamais existé. Un pays uniforme, une société harmonieuse, sans classe sociale, une chimère, un mensonge qui calme leur pathologie. Bien entendu, ces cerveaux malades nagent dans l'ignominie, l'offense, le cynisme et expriment une vision idéologique. Le terme « France » se politise, perd sa neutralité, n'est plus un bien commun. La contestation des jeunes dits des quartiers sensibles d'octobre et novembre 2005 fut, aussitôt, qualifiée de mouvement d'origine ethnique et religieuse. Cette désignation exprime le rejet, elle qualifie cette jeunesse d'immigrés et classe le mouvement comme étranger à la société française. Des grands médias, des hommes politiques, des intellectuels s'étaient empressés de convaincre, afin de décrédibiliser cette contestation, favoriser l'incompréhension, prévenir une improbable émergence d'une solidarité de la majorité de la population et notamment des autres jeunes. Ces protestataires étaient restés bien seuls. Ils étaient désignés par les expressions « jeunes arabes »,« jeunes musulmans »,« jeunes issus de l'immigration », en l'occurrence des étrangers, et pas de « jeunes français ». Cliver la société, en tentant l'ethnicisation et la confessionnalisation du mouvement, fut une tâche entreprise par trois entités apparemment antagonistes, chacune ayant ses calculs propres, l'extrême droite et ses relais, le gouvernement de l'époque ainsi que les fondamentalistes. L'appel à des personnalités musulmanes par les pouvoirs publics participait à cette vision et concourra à la dépréciation de ce mouvement en l'estampillant d'inconnu, d'insolite, d'extérieur à la société française. Ce cas de figure d'émeute violente, avec des morts et des blessés, à connotation ethnique était présent ailleurs, comme aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais assurément pas en France. Cette révolte était sociale, celle des classes populaires, des démunis, des chômeurs. Toutefois, les revendications d'ordre économique bien que importantes n'étaient pas l'essentiel. L'exigence de dignité était la doléance fondamentale. En effet, le malaise social était aggravé par le mépris lié aux origines de cette population. Que avaient-ils d'arabe ces jeunes gens ? Un patronyme, un prénom. Être français se définit-il par la filiation ethnique et religieuse ? Être français, n'était-ce pas adhérer à la profession de foi, de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité? Ou bien était-ce encore un club privé, inviolable, fermé aux populations stigmatisées ? Néanmoins, la jeunesse dans son ensemble ne s'était pas associée à la contestation. L'année 2005 dévoila une population segmentée, deux jeunesses étrangères l'une à l'autre. Chacune cloisonnée dans son monde. L'une éparquée,
l'autre est libre de ses mouvements. L'une est présentée comme pacifique, éduquée, honnête, entreprenante. Face à cette jeunesse lumineuse et civilisée, il y a les barbares, le côté sombre. Cette autre jeunesse est décrite comme déscolarisée, inculte, mafieuse. Elle est la violence, la destruction, la haine, le visage de l'ennemi intérieur, du crime. Pour décrédibiliser cette population, des intellectuels accourent de toutes parts pour participer à ce dénigrement général. Ces gens propagent un discours pernicieux, avarié. Ils dénaturent la révolte sociale, la défigurent. Ils déguisent cette révolte de l'automne 2025 et la répression policière en une guerre opposant deux bandes rivales. Des ennemis intimes, jouant, ordinairement, à narguer l'autre. Ce mouvement social est décrit comme une rixe entre deux gangs opposés. Des échauffourées, des accrochages opposant des meutes de bêtes féroces se disputant un territoire, un combat entre un ramassis de crapules et un ministre de l'Intérieur, chef de bande. Les révoltes de cette jeunesse ne sont pas préméditées, organisées, encadrées, structurées avec un projet. Elles sont spontanées, désordonnées, des révoltes, sans lendemain. Un feu de paille, et non pas un mouvement révolutionnaire coordonné. Ces révoltes traduisent le désarroi et non une conscience politique. L'autre enseignement est la défection, l'absence de l'ensemble des organisations de la société civile, des mouvements citoyens, culturels, des jeunes, des femmes, les centrales syndicales, partis politiques de gauche. Ceux-ci ont depuis longtemps abdiqué car ils ne comprennent pas, ne reconnaissent pas cette partie de la jeunesse. Apparemment, ils présument qu'ils ont si peu de choses en commun avec elle. Dans ce cas de figure, la présence de l'État et de l'ensemble de la collectivité nationale se confondent avec l'uniforme policier, expression par excellence, d'une société répressive, discriminante. Les pouvoirs publics maintiennent un cordon sanitaire de sécurité autour de territoires frappés par le chômage, la pauvreté, la déconsidération. L'affront est ordinaire, quotidien. Cette population est parquée dans des constructions, jetables, à la date de péremption constamment prorogée, des favelas sans Copacabana. Que veut-on? Que ces jeunes se résignent aux privations, à la misère, à la mendicité? Peut-être, rêve-t-on, secrètement, à leur expatriation. Qu'ils s'en aillent. Certains étaient déjà manquants, exilés à Londres, New York, Montréal, Dubaï, Pékin. La désertification dans ces quartiers en déshérence est comblée par d'autres. Certains de ces jeunes se sont égarés. La responsabilité est collective, celle des citoyens, des organisations sociales, politiques, culturelles, des opérateurs économiques, elle n'était pas du seul fait de l'État. Un rapport de la Direction centrale des renseignements généraux nous donne quelques indices. Les jeunes des quartiers sensibles se sentent pénalisés par leur pauvreté, la couleur de leur peau et leur nom. Ceux qui ont saccagé les cités avaient en commun l'absence de perspective et d'investissement par le travail dans la société française. Ce rapport, partisan, rédigé par des fonctionnaires issus de la population majoritaire, recueille les raisons de la colère de ces jeunes. La première phrase nous indique les causes de la marginalisation. L'emploi du verbe « se sentir » sous-entend cependant que cette vérité des jeunes est partielle et subjective. Il insinue que la réalité exposée par ces jeunes n'est pas tout à fait la vérité. Ainsi la précarité et les préjugés sont présentés comme un ressenti, une sensation, une impression et non pas une évidence, une certitude, la réalité de la société française. Dans la seconde phrase, on incrimine l'inactivité déstructurante. Cela sous-entend un manque d'intérêt pour le travail salarié et l'attrait des activités informelles, illicites. Ce document ne mentionnait, nulle part, la sélection sociale, spatiale, scolaire. L'orientation contrainte des élèves vers des professions ciblées, l'échec scolaire, des formations inexistantes ou inadéquates, des offres pour des emplois aussi rares que peu rémunérés et invariablement dans les mêmes secteurs d'activité. Ce rapport ne pointe pas cette ghettoisation, cette multitude de discriminations. Les rédacteurs de ce rapport sont dans le déni. En effet, les jeunes d'origine maghrébine et africaine, issus de ces territoires, étaient les plus affectés, selon l'enquête de l'Observatoire des discriminations de l'Université Paris 1. Quant au rapport de l'Observatoire des zones urbaines sensibles, il observe la persistance du malaise social. Les 4 millions d'habitants de ces 751 quartiers vivent dans une grande fragilité.
Comparé à la moyenne nationale, le revenu fiscal est inférieur de 40%. La couverture médicale de ces territoires est 2 fois moins dense. La délinquance est supérieure de 50%. Les taux de chômage et d'échec scolaire sont 2 fois plus élevés. La France, tu l'aimes ou tu la quittes, ce slogan a pour but la stigmatisation de cette population, la désignation d'un bouc émissaire, du coupable idéal. Les promoteurs de ce slogan veulent cacher leur incompétence, leur bêtise. Ils détournent les Français, les trompent, les donnent en pâture à la rapacité d'une bourgeoisie prédatrice dont ils sont les défenseurs. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous. À très bientôt.